comment on fait pour se créer une patientèle, de musiciens et de musiciennes? En fait, c'est pas si facile que ça. C'est très rare que j'arrête un patient musicien, donc parce que c'est déjà, c'est pas possible la majorité du temps. Et qu'en fait, c'est pas toujours une solution. Pathologie au niveau de la sphère pelvienne, des fuites urinaires en jouant, par exemple chez des chanteuses ou chez des instrumentistes avant. Si vous êtes face à un patient qui se plaint parfois des tremblements en jouant sur des passages très spécifiques, ou que vous remarquez une co-contraction agoniste-antagoniste qui est involontaire, vous avez l'impression que en un coup l'index fait des extensions alors qu'il était censé appuyer sur la touche, on est peut-être face à une dystonie de fonction et c'est très important de la détecter assez rapidement. De manière générale, je vois pas mes patients musiciens, musiciennes toutes les semaines. Là, on est dans un profil tout à fait différent que les sportifs. Ils ont souvent peur de faire des exercices. Le sportif, il a l'habitude de faire des exercices. Mais il faut quand même faire de la thérapie manuelle chez le patient musicien parce que je pense que ça nous permet aussi de garder notre casquette de kiné, que le patient ait confiance en nous. Je suis pas là pour leur apprendre leur instrument, je suis là pour les aider à plus avoir mal avec leur instrument. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Et salut Géraldine, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence cet épisode, je propose que tu te présentes pour ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas encore. Bonjour Augustin, merci pour ton invitation sur le podcast. Ça me fait trop plaisir de pouvoir expliquer à d'autres kinés ou les autres personnes qui nous écoutent mon métier de kinésithérapeute, spécialiste de la gestuelle et de la posture des musiciens. Donc, je m'appelle Géraldine Deméus. J'ai fait de la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 7 ans avec le piano, puis j'ai enchaîné sur la flûte traversière pendant 10 ans. Je suis retournée sur le piano et là, je vais même commencer le violoncelle. Hem, Ok. Globalement, du coup, je suis née dans une famille de musiciens. Ils sont pas professionnels, mais on joue tous de la musique et j'ai la chance d'avoir une maman qui est kinésithérapeute et donc j'ai toujours vu ce métier de kiné qui me paraissait assez chouette. J'entendais ma maman parler de ses patients et je me suis toujours dit que c'est quelque chose qui pouvait me correspondre. Puis au moment de choisir, mes études, j'ai quand même hésité à devenir musicienne ou à devenir kiné et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais soigner les musiciens. J'ai eu la chance d'avoir une prof, de flûte traversière qui était, hyper, à l'écoute de la conscience corporelle. Il faisait très attention à ce qu'on ne se blesse pas quand on joue et donc j'ai pu Mhm. rencontrer aussi un ostéopathe, quand j'étais plus jeune qui était spécialiste, pour les musiciens aussi et je me suis vite du coup rendu compte qu'on pouvait soigner les musiciens, en tout cas que les musiciens avaient besoin qu'on les soigne. Donc voilà. Ok, trop bien. Et là, tu l'as déjà un petit peu expliqué, donc on peut se douter de la réponse, mais ma première question, c'était pourquoi, du coup, tu t'es spécialisé dans ce domaine-là, qui est quand même un peu plus niche, si on peut dire ça, comparé à, je sais pas moi, de la kiné du sport ou de la kiné respiratoire. On entend plus parler, on entend moins parler des kinés qui sont spécialisés dans les musiciens. Et peut-être aussi, c'est parce que les gens savent pas où se former. Et donc, voilà, j'ai plein de questions qui me viennent, mais là, ce serait de savoir, bon, pourquoi tu t'es formé là-dedans ou tu t'es spécialisé là-dedans. A priori, c'est que tu avais une grosse affinité là-dedans de base. Mais aussi, voilà, est-ce que c'est pas trop difficile aussi de se faire de la patientèle quand on est si axé dans un domaine? Et où est-ce que tu t'es formé? Si tu t'es formé dans un institut spécifique? Bref, raconte-nous un petit peu. Et donc en fait, comme mémoire de fin d'études, au Parnasse, donc à Bruxelles, j'ai fait mes études à Bruxelles, je travaille à Bruxelles, à Schaerbeek. Ok. J'ai fait comme mémoire, le thème de mon mémoire, c'était les outils de mesure spécifiques pour évaluer les troubles musculo-squelettiques des musiciens professionnels et étudiants de haut niveau. Et donc là, j'avais déjà un petit peu un pied là-dedans au niveau plutôt de la littérature scientifique. Et par hasard, juste à la fin de mes études, je suis tombée sur
une vidéo de Xavier Malamachi, qui est du coup, le fondateur de Musician Care, la formation que j'ai suivie et il lançait Mmh. justement, au moment où moi je finissais mes études, cette formation Musician Care. Donc je fais partie du premier groupe qui a suivi cette formation. Donc trop chouette, OK. mais ça veut surtout dire aussi qu'il y a pas beaucoup d'organismes de formation et cet organisme se trouve à Lyon. Donc je suis allée Ouf. plusieurs fois à OK. Lyon, faire des allers-retours, qui est une très chouette ville et donc j'ai rencontré des super, confrères et consoeurs en France aussi, Mmh. avec qui on a beaucoup d'échanges, donc c'est super chouette. Donc j'ai fait mes petits allers-retours à Lyon pour, me former là-dedans. Donc disons que sur un an, on a plusieurs petits week-ends sur place, mais tous les mois, on a aussi une formation en continu avec 2 vidéos par mois Mmh. qui nous permettent de rester à jour et d'avoir un cas clinique sur une vidéo et d'avoir aussi des explications plutôt théoriques, dans la deuxième vidéo. Il y a moyen de se former aussi à OK. Paris, avec, Médecine des OK. Arts qui est du coup la formation plus ancienne. Donc Xavier Malamachi qui a créé Musician Care a commencé, enfin s'est formé avec Médecine des Arts dans un premier temps, si je me trompe pas. Et Mmh. donc globalement, il y a pas beaucoup de formations, pour pouvoir se former là-dedans et je trouve ça, très étonnant. Hem, Là maintenant Musician Care est basé à Lyon, mais donne des formations partout en France, même en Europe, parce qu'au mois de novembre, c'est le 14 et 15 novembre, on lance Musician Care en Belgique avec Xavier et donc on OK. aura la chance, de Félicitations. d'accueillir quelques kinés lors de cette formation-là, pour qu'on soit un petit peu plus parce qu'en Belgique, on est vraiment très peu à le faire. Donc à ma connaissance, on est un maximum 10 à faire ça. Après, il y en a sûrement que je connais Ah pas ouais. et donc c'est vraiment pas beaucoup Mmh. et oui, donc je pense que c'est vraiment indispensable de pouvoir, former d'autres kinés, des kinés, mais aussi des ergothérapeutes, ça peut être des ostéopathes. Dans notre formation à Lyon, Mmh. dans mon groupe de formation, on a même un podologue, ce qui est super intéressant aussi au niveau préférence motrice, qui jouent debout souvent les musiciens. Donc en fait, Ouais. c'est ouvert, à beaucoup plus que les kinésithérapeutes. C'est vraiment tout le paramédical qui peut participer, à cette formation et dans le but d'un jour avoir peut-être des collaborations pluridisciplinaires. Parce que pour moi, le musicien, il a besoin de kiné, d'ergothérapeute, de psychologue, de médecin, même de Ouais. dentiste. Enfin, il y a vraiment, d'orthophoniste. Il y a vraiment besoin de tout un corps médical pour soigner, des musiciens, en tout cas selon moi. OK. Ah donc c'est chouette. Donc, en gros là tu lances, enfin tu participes au projet d'amener cette formation en Belgique, c'est ça? Voilà. Enfin c'est sur Bruxelles, c'est ça? Si j'ai Oui, ce sera bien sur Bruxelles. Oui. OK, mais trop bien et est-ce que ce sont des formations, je enfin, peut-être pas, hein, mais qui sont, certifiées avec, je sais pas, un diplôme à la fin, ou est-ce que enfin, en fait, ma question, ce serait plutôt, est-ce que c'est comme, par exemple, la kiné du sport et encore la kiné du sport, c'est pas spécialement un bon exemple, mais, est-ce qu'on a une qualification professionnelle, je sais pas moi, de spécialisation en musicien ou pas spécialement encore? C'est pas encore amené? Bah, c'est pas spécialement, ouais. En fait, il faut imaginer comme cette formation, elle est récente de un peu plus de 4 ans. Par Mmh. exemple, moi, j'ai encore un module qui va arriver au mois de janvier et ce sera un module OK. clarinette. Donc c'est très marrant parce que quand j'explique à mes collègues, que je pars en formation clarinette, ils trouvent ça tous très drôle. C'est Heu, hyper mignon, je trouve. oui, c'est très Non, mignon. je trouve que clarinette, je trouve ça hyper mignon. Ouais, voilà, donc en janvier, je pars en formation clarinette. OK. Et en fait, on peut aller très, très loin. C'est tellement large que, à Mmh. chaque fois Xavier et en fait, nous, on est très contents que ça ne s'arrête pas. À chaque fois, Xavier nous dit: «Ah, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse, un module clarinette?» «Ah, trop bien» et alors on vient tous au module clarinette et donc je Mmh. sais en fait, on ne sait pas vraiment jusque quand, ça va s'arrêter, mais donc par exemple, le premier module, c'est une initiation à la gestuelle et la posture du musicien. Ça, c'est le Ouais. niveau 1. Puis dans les niveaux 2, on a les cordes, les vents, les claviers et la musique actuelle. Et puis en niveau OK. 3, on va dans violon, violoncelle, et on va dans chaque instrument comme ça. Et puis on peut encore aller dans la musique classique, le jazz, la musique baroque. Donc en fait, c'est très, très large et c'est ça qui est passionnant Waouh! parce que ça s'arrête juste jamais, quoi. Donc moi, j'ai pas envie que ça s'arrête, toutes ces Ouais, bah, formations. Mais, il y a mmh. bien un jour où ça s'arrêtera et on verra si on a, justement un certificat ou pas. Mmh. Hem, mais Trop globalement, bien. l'idée c'est que ça s'arrête jamais. En tout cas pour moi. Bah, je te le souhaite, hein et puis en plus, il y a tellement d'instruments, que je pense que tu peux tellement enfin, il y a tellement à faire comme tu dis, vu qu'il y a pour le moment, il y a pas énormément.
ou en tout cas peut-être pas assez répandu, donc c'est hyper intéressant. Et toi, dans ta pratique, tu as une spécialité pour certains instruments ou pas spécialement? Pas spécialement, je soigne vraiment, tout type d'instrumentistes et chanteurs et chanteuses aussi. Et Mmh. bizarrement, je suis pas spécialement plus à l'aise avec les flûtistes qu'avec les violonistes, par exemple. Le fait de moi-même OK. jouer de la flûte traversière, ça on pourrait croire que du coup, je suis plus douée là-dedans. J'ai pas l'impression Ouais. d'être plus douée à ce niveau-là parce que, Mmh. je pense que dans tous les cas, il faut prendre du recul par rapport à son patient et pas mettre son expérience en rapport avec l'expérience du patient, toujours prendre sa petite caméra, garder son rôle de kiné aussi et Mmh. vraiment avoir un esprit, clinique, face à l'instrument et on a un peu une trame, on en parlera peut-être plus tard, mais une trame Ouais. aussi qui nous aide, en f à avoir des bases, pour tous les instruments aussi et ne pas être OK. perdu face à un instrument que nous-mêmes on ne joue pas, par exemple. OK. Mais, ouais, c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de musiciens qui sont venus me voir, hein, mais j'en ai eu un et la preuve, je me rappelle encore, 5 ans après, et ben, j'ai pas su l'aider parce qu'en fait, déjà, je connaissais pas de kiné, vers qui référer à ce moment-là. C'était au début quand j'ai commencé vraiment la kiné, enfin ma vie professionnelle, et c'était un quelqu'un qui jouait de la guitare et il avait mal, dans sa main quand il jouait à la guitare, et j'étais en mode: ben je sais pas, enfin, Mmh. et pourtant je fais de la guitare, enfin j'ai fait longtemps de la guitare, mais j'arrivais pas à plus l'aider que ce que j'ai essayé, et vraiment je m'en souviens maintenant, j'étais vraiment démuni. Je me disais: «Mais en fait, d'un côté, je me disais si je lui donnais des exercices de renforcement, sachant que le mec jouait déjà 6 heures par jour, ça allait encore plus surcharger peut-être sa main. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'était plus, j'en sais rien, moi, des étirements, de l'automassage, des techniques que je connais pas, ou une adaptation de sa posture quand il joue, mais ça, je m'y connaissais pas assez. Enfin, bref, tout ça pour dire, je trouve ça trop cool, et c'est pour ça que je suis hyper content que tu sois avec nous aujourd'hui. Euh, et ben, Ici, quelque chose qui, je pense, pourrait intéresser ceux ou celles qui nous écoutent, et moi aussi également, c'est qu'on discute un peu des facteurs de risque. Donc, on parle souvent des facteurs de risque dans toutes les lésions, dans toutes les douleurs musculo-squelettiques, mais si on s'intéresse vraiment à la pratique d'un instrument, quelles seraient au final les raisons que tu retrouves qui font que ces patients développent souvent des douleurs liées à leur instrument ou à leur pratique, si on devait avoir des grands domaines, entre guillemets? Beh, je trouve qu'on parle beaucoup de on aime beaucoup en kiné dire, que c'est du biopsychosocial et ici, Ouais. je trouve que c'est un très, très bon exemple en fait, que les facteurs de risque sont biopsychosociaux chez les musiciens. Dans le sens où, Mhm. beh, comme chez tout patient, on a toutes les prédispositions génétiques, le fait que ce soit un homme ou une femme, l'âge, les antécédents familiaux, les antécédents médicaux et cetera. Peut-être que le facteur de risque le plus visible, c'est le fait qu'ils sont dans des postures prolongées avec des mouvements et des gestes répétés, très précis, rapides. Donc ça, c'est peut-être celui Mhm. qu'on voit le plus. Mais à côté de ça, il y a aussi, tout l'aspect de l'hygiène de vie du musicien. Donc son par exemple, disons, comment expliquer? Donc il y a aussi tout Oui. l'aspect d'hygiène de vie du musicien, les heures de travail, parce qu'il y a des musiciens et des musiciennes qui travaillent, jusqu'à 8 heures par jour sur leur instrument. Ils sont pas toujours dans des conditions, faciles parce qu'on peut pas toujours jouer chez soi. Parfois, il faut louer un studio pour aller répéter. Donc on sait qu'on a loué le studio pendant 2 heures, on peut pas faire plus, donc on va Mhm. pas faire de pause pendant les 2 heures dans lesquelles on joue. Quand on joue en Ouais. orchestre, en opéra et cetera, on est contraint aussi à l'espace qu'il y a autour de nous. Il y a une certaine précarité aussi, financière chez les musiciens qui fait que soit ils peuvent pas s'arrêter de jouer parce qu'ils ont un programme à monter et qu'ils ont le concert dans 2 jours, donc ils vont pas diminuer Mhm. leur charge de travail, ils sont obligés de continuer à jouer. Ou alors ils ont un autre travail alimentaire à côté qui les fatigue aussi, avec des horaires aussi pas toujours faciles, au niveau de la récupération musculaire. On dit souvent qu'il faut bien dormir pour récupérer musculairement. En fait, c'est pas toujours possible non plus. On peut aussi OK. ajouter à ça le fait qu'ils doivent porter leur instrument pour se déplacer. Porter un violoncelle dans le train, dans l'avion, dans les métros et cetera, c'est lourd, c'est Ouais, pas c'est facile. c'est un sacré morceau. Voilà, une contrebasse, on en parle encore moins, enfin, je veux dire, c'est super compliqué. Donc Ouais, là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper complet au niveau des facteurs de risque, si je peux dire ça comme ça. On ajoute à ça ouais. le facteur performance, qu'on retrouve aussi dans d'autres métiers ou dans le sport et cetera.
Mais ici, le facteur performance, il est lié au son et du coup, Mmh. l'objectif, il est pas très bien déterminé, donc on va devoir un petit peu se battre contre son instrument pour pouvoir sortir le son qu'on veut, pour être performant. Donc il y a vraiment, tout cet aspect anxiété, stress qui joue aussi Mmh. et je pense que oui, mes patients qui arrivent, la majorité du temps, ils sont stressés et anxieux, soit par leur douleur, soit de manière générale. Mmh. Et comment tu gères, enfin, c'est peut-être difficile comme question parce que ça dépend du cas par cas, mais c'est vrai que comme tu l'as souligné, les patients musiciens ou musiciennes, beh, parfois c'est leur métier aussi, enfin souvent je pense, Ouais, en tout cas ceux qui viennent peut-être te voir et comment après on fait pour gérer ça? Dans le sens où s'ils doivent moins jouer, mais qu'ils peuvent pas, c'est quoi la solution? Tu vois? C'est de se dire, imagine c'est juste une surcharge enfin juste, je sais pas si on peut résumer à ça, mais c'est juste une surcharge. La personne, elle a fait un beaucoup trop, par rapport à ce qu'elle a l'habitude. Comment gérer ça? Qu'est-ce que tu dis aux patients à ce moment-là? Enfin ouais. voilà, c'est une question très large, mais Oui, 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 non, mais c'est une question que je me pose aussi quand je suis face à mon patient, donc c'est une très bonne question. En fait, mon anamnèse dans mon bilan, mon anamnèse, elle est hyper importante parce que grâce à ça, je peux poser des questions vraiment très spécifiques à leur mode de vie pour comprendre aussi, dans le mmh, sens où c'est très rare que j'arrête un patient musicien, donc parce que c'est déjà, c'est pas possible la majorité du temps. mmh Et qu'en fait, c'est pas toujours une solution. Souvent, si jamais ils ont été chez le médecin, imaginons un médecin qui leur dit: «Voilà, vous avez une surcharge, vous avez une tendinopathie, il faut arrêter pendant 2 semaines». Ils arrêtent pendant 2 semaines et puis ils reprennent leur instrument comme ils ont joué avant. Donc évidemment, ça, ce n'est pas une mh, solution. Donc l'idée, c'est vraiment de, de beaucoup discuter avec le patient, donc comprendre un peu son mode de vie et quels sont ses enjeux avec son instrument mmh et puis, vraiment le faire ensemble, choisir un plan de travail. Et donc on va décider ensemble quelque chose de réaliste pour, OK, peut-être qu'il doit jouer 3 heures sur sa journée et on ne sait pas changer ça. C'est vraiment le minimum pour ce patient-là par rapport à son objectif. Mais alors on va mmh choisir de séquencer toutes les 20 minutes et de jouer enfin, que pendant 20 minutes, faire une pause, jouer 20 minutes, faire une pause. Donc tirer un petit peu plus en OK, longueur sur la journée avec plus de pauses, par exemple. Et donc ça, l'idée, OK. c'est vraiment de faire le plan avec le patient et de l'aider là-dedans parce que c'est super compliqué pour eux. Ils sont stressés, ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Et donc là, je pense qu'on a un rôle de peut-être on peut accompagner au niveau du plan organisationnel en fait du patient. Déjà, rien que ça, je pense qu'on a un rôle super important. OK. Je sais Ah pas si ça c'est répond à bah, en ta fait, je question. ouais, carrément. Mais en fait, on retrouve au final des similitudes dans l'approche, enfin, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'affinités pour les pathologies du coureur, par exemple, ou de la coureuse. Et ben, en fait, c'est un je dirais pas que c'est la même chose, mais par exemple, tu as des personnes qui préparent, une course, qui préparent, ceci, cela. Tu peux pas leur dire, d'arrêter la course, en fait, parce que comme tu l'as souligné, parfois c'est contre-productif parce que si c'est pour revenir après en étant déconditionné, enfin bref. Mais, en fait, on fractionne un peu l'effort et on répartit un petit peu et c'est de la gestion de charge et la gestion du planning d'entraînement et au Oui, final, j'ai l'impression que avec des musiciens et des musiciennes, c'est aussi un peu de la gestion de la «distribution de l'entraînement» entre guillemets aussi parfois oui, tout à fait, et vraiment. Ça ressemble très fort, OK en effet. et tu as parlé de tendinopathie. Justement, quelque chose qui est intéressant, je pense aussi à que peut-être tu nous explicites un petit peu, c'est quoi les pathologies, qu'on retrouve le plus chez les musiciens et les musiciennes, d'une part? Et aussi, est-ce qu'il y a un instrument, dans un deuxième temps, qui semble ça peut être par rapport à ton expérience personnelle ou, la dernière revue de littérature sortie sur le sujet, j'en sais rien, mais qui semble provoquer davantage de troubles musculo-squelettiques? Mais déjà pour répondre à ta première question des pathologies, de la tendinopathie, le syndrome de surmenage et les tendinopathies, c'est ce que je vois le plus en cabinet et dans la littérature, bien qu'il y ait pas beaucoup de littérature Mmh. là-dessus. On parle beaucoup de la tendinopathie, du syndrome de surmenage chez les musiciens. Donc si on pr disons qu'on pourrait peut-être les classer en 3 catégories, les pathologies du musicien. Dans la première catégorie, on a les pathologies musculo-squelettiques. On va retrouver du coup le syndrome de surmenage, la tendinopathie. On peut aussi retrouver les compressions Mmh. nerveuses qui seraient liées du coup à un tissu mou qui mettrait une compression au niveau d'un nerf, par exemple au niveau du petit pec,
qui met une compression sur le plexus brachial et qui vient donner, des paresthésies et un manque de force au niveau des doigts. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand même assez souvent. Mmh. Il y a quand même aussi des pathologies au niveau de la sphère pelvienne, malheureusement. Ouais, OK. donc il y a des par exemple, chez des chanteuses ou chez des instrumentistes à vent, des fuites urinaires en jouant, par exemple. Là, j'ai une clarinettiste pour le moment qui a des fuites urinaires uniquement quand elle joue, de la clarinette. Donc là, il y a tout cet Ah, aspect-là à travailler aussi. Et puis, il OK. y a aussi toute la sphère, temporomandibulaire, orofaciale, que ce soit, même chez des instrumentistes qui ne sont pas des instrumentistes avant ou pas des chanteurs et chanteuses. Par exemple, chez des violonistes, on peut avoir, des problèmes au niveau temporomandibulaire, chez les chanteurs-chanteuses aussi, même chez des pianistes. Donc, ça, c'est des 2 sphères auxquelles on pense peut-être un petit peu moins quand on pense pathologie du musicien, mais qui sont quand même assez courantes. La sphère pelvienne, donc les fuites urinaires, ça renforce aussi le tabou de la douleur, hein, chez les musiciens, parce qu'on va rarement dire à son professeur ou à son collègue de pupitre, «Tu sais, Ouais, j'ai des fuites urinaires quand je joue», et donc là, ouais. on pourra parler peut-être du tabou de la douleur après, on verra un petit peu, mais on est Mmh. vraiment dans quelque chose d'hyper, hyper spécifique et difficile. Enfin, c'est difficile pour le patient d'en Mmh. parler. Dans la deuxième Ouais. catégorie, on peut parler des troubles plutôt neurologiques, et là, on a la dystonie de fonction, la dystonie du musicien, on l'appelle aussi crampe du musicien, qui est beaucoup plus rare. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de la dystonie ou si tu préfères qu'on en discute plus tard? Oh non, vas-y, hein, tant que tu es lancé, Oui, fais-toi plaisir. je pense que c'est important d'en parler même si c'est assez rare. Donc déjà, dans un point de vue prévalence, il y a 1 des musiciens et musiciennes qui sont touchés par, cette pathologie. Donc OK. on est d'accord que c'est pas grand-chose. Le problème, c'est que une fois que la dystonie apparaît, c'est assez difficile de la prendre en charge, et il y a beaucoup de risques de ne pas pouvoir reprendre l'instrument au même niveau qu'on le faisait avant. Donc globalement, qu'est-ce que c'est la dystonie, du musicien? Donc c'est un dysfonctionnement au niveau du tonus musculaire, une dystonie de fonction, donc qui est liée à une activité spécifique. Elle est focale et elle se donc juste sur une partie, un membre du corps. Le problème de la dystonie, c'est que c'est indolore. Donc il n'y a pas de douleur. Il Mmh. y a juste des mouvements OK. involontaires sur des passages très spécifiques du jeu. Donc on va se retrouver, on va prendre l'exemple d'un pianiste, un pianiste qui joue un concerto en entier, et à chaque fois sur ce passage-là, il a l'impression de perdre le contrôle au niveau de ses doigts. Dans un premier temps, il se dit: «Oui, mais c'est peut-être de la fatigue». Il continue à charger, il continue à faire ce passage-là, il s'acharne sur ce passage-là, il renforce sa dystonie en faisant ça, malheureusement. C'est pas OK. douloureux, donc il se dit: «Pourquoi est-ce que j'irai consulter? J'ai pas mal». Et c'est pour ça que j'en parle Mmh. ici, parce que je pense que c'est important quand, ici les kinés qui nous écoutent, si vous êtes face à un patient qui se plaint, oui, même peut-être parfois des tremblements en jouant sur des passages très spécifiques, ou que vous remarquez une co-contraction agoniste-antagoniste qui est involontaire. Vous avez l'impression que en un coup, l'index fait des extensions alors qu'il était censé appuyer sur la touche. On est peut-être face à Mmh. une dystonie de fonction, et c'est très important de la détecter assez rapidement. Au plus vite on la détecte, au plus simple c'est de retrouver le jeu, normal. Donc en gros, Et c'est c'est dû à ah oui. oui, non, dis-moi? Mais c'est causé par quoi cette dystonie de fonction? Enfin, c'est assez impressionnant, dit comme ça. Oui, c'est assez impressionnant. En Ouais. cabinet, j'en ai vu que 2 pour le moment, mais j'en ai déjà vu dans des OK. concerts, donc c'était pas mes patients, mais on le remarque, en concert, par OK. exemple. En gros, c'est une anomalie du système nerveux central qui fait qu'il y OK. a une diminution de l'inhibition sensorimotrice et une Mmh. augmentation de l'activité, corticale. En gros, un OK. dysfonctionnement au niveau de la plasticité cérébrale, et qui est OK. entraîné par le fait de répéter beaucoup un passage très compliqué et très intense. Donc OK. globalement, en fait, les patients qui auront, les musiciens et musiciennes les plus, probables d'avoir cette pathologie, c'est des musiciens et musiciennes qui sont hyper, 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 enfin de très, très haut niveau, et qui sont spécialisés, par exemple, dans un répertoire et qui jouent tout le temps ce répertoire-là. C'est Mmh. favorisé par le perfectionnisme et le fait de enfin le stress et l'anxiété. Dans ce OK. cas-ci, le facteur de risque un des facteurs de risque qui peut être étonnant,
ce serait que les hommes auraient plus de chances d'avoir une dystonie que les femmes. Voilà. OK, OK. Mais c'est pas d'office grave alors en soi la dystonie? Parce que quand on entend ça, on pourrait se dire, «Tiens, est-ce qu'il y a pas un trouble, une vraie pathologie, plus sérieuse, au niveau central?» Mais, pas spécialement alors, c'est En fait, je pense qu'il faut faire attention quand même au diagnostic différentiel de la dystonie. Moi, si j'ai un patient dystonique, soit c'est très, très clair et alors je sais qu'on est à fond là-dedans, mais c'est pas souvent aussi clair. Dans ce cas-là, j'envoie quand même, vers le neurologue pour quand même faire une IRM, cérébrale pour être sûr qu'il y ait mmh pas, par exemple, un AIT associé ou un AVC associé. Donc quand même, ouais, je renvoie quand même à ce niveau-là. Au niveau des traitements, il y a des traitements médicamenteux. On peut utiliser de la toxine botulique de temps en temps aussi. Et mmh donc là, c'est clair que c'est avec le neurologue, qu'on travaille là-dessus. Au niveau kiné, on va plutôt, travailler sur de l'imagerie motrice, la thérapie miroir. On va faire un jeu très, très lent. On peut aussi, utiliser un gant. Là, je reprends l'exemple, du pianiste. Mettre un gant pour changer du coup changer du coup le l'influx, au niveau sensorimoteur, enfin sensoriel plutôt, pour un peu pour recréer une plasticité cérébrale avec ouais. un autre, influx, nerveux. OK. Donc Ah par ouais, exemple ou alors on met du tape sur les touches du piano et comme ça ouais. la sensation est différente et le cerveau peut recréer des connexions et renvoyer la bonne information à la main. Je parlais du OK. pianiste, mais on a la dystonie peut aussi, en fait, tous les instrumentistes peuvent, être atteints de dystonie, donc soit au niveau de la Mmh main. Si c'est au niveau de la main, ce sera plutôt la main qui, fait les gestes les plus spécifiques, donc au piano, ça va être la main droite, par exemple. On peut l'avoir au niveau de mh. l'embouchure, chez les instrumentistes avant. On peut l'avoir, par exemple, même, et ça, c'est des petits exemples pour vous aider, pour aider ceux qui écoutent. Vous avez un guitariste, tu parlais d'un guitariste tout à l'heure, Ouais. qui dit qu'il perd son médiator. Donc le médiator, c'est le petit truc en plastique, triangulaire qui nous permet d'aller sur les cordes et en fait, il le fait tomber de temps en temps, mais il comprend pas pourquoi. Là, on pourrait penser à une dystonie, Mmh par exemple et donc globalement, OK. ça fait peur, mais c'est important d'en parler pour qu'on puisse détecter ça très rapidement. Si on le détecte rapidement, en fait, il y a beaucoup de chances que le patient récupère à 100. Donc voilà. Ouais, ça a moins le temps de s'installer et Oui, d'un peu se figer dans la plasticité cérébrale et cetera, quoi. exactement. OK Ah et oui, et alors les autres pathologies, parce qu'on était là-dedans, ouais. là, c'est un peu je les mets dans une catégorie autre parce que ce sera des troubles de la vision ou des troubles de l'audition, par exemple et en fonction OK. ici, par exemple, les troubles de la vision et de l'audition, ça va être surtout en fonction de l'environnement de travail, et donc ça, on peut avoir un impact aussi, direct là-dessus et au niveau prévention, super important. Donc vraiment inciter nos patients à protéger leurs oreilles. On l'a beaucoup dans la musique actuelle, on voit ils ont des ears et cetera pour, leur permettre, de Mmh protéger leurs oreilles. On n'en parle pas beaucoup, dans tout ce qui est, par exemple orchestre, symphonique, alors qu'en fait, il existe aussi des protections spécifiques pour les orchestres symphoniques et donc tout ça, c'est des petites choses en fait qu'on peut avoir le réflexe aussi dans notre, anamnèse, demander voilà: «Est-ce que tu as des petits troubles de l'audition? Est-ce que tu vois bien?» et par rapport à la distance du pupitre et cetera. Mmh OK. Ah il y a vraiment beaucoup de sphères, différentes au final à aller chercher, c'est assez impressionnant. Mais, si on revient par exemple sur les troubles, vésicaux, sphinctériens, enfin plus, les troubles au niveau du plancher pelvien et cetera. Ça c'est assez, étonnant et à la fois, quoi, le mécanisme derrière ce serait, ça crée une hyperpression au niveau de cette zone-là et si les muscles sont pas assez forts, il y a des fuites, c'est un peu ça l'idée? Oui, oui, disons oui, c'est tout à fait ça. En gros, ce serait par OK, exemple une mauvaise utilisation du transverse ou même OK, une respiration, paradoxale qui fait qu'il y a une pression au niveau du plancher pelvien, et du coup des fuites urinaires à ce niveau-là. Donc ça peut OK, par exemple, si j'utilise mal mon transverse et mon diaphragme, et ben, je peux mettre trop de pression au niveau du plancher pelvien. C'est OK en gros, hein, mais on l'a et beaucoup dans ça le c'est des chant choses que lyrique, par exemple. Le chant lyrique, c'est quand même, il faut mettre ah, beaucoup de pression, il faut faire sortir des notes très, très hautes et en fait, on vient chercher la force au mauvais endroit et en fait, on pousse vers le bas
au lieu d'activer le transverse et de permettre au Mmh. diaphragme d'être utilisé de la bonne façon. OK. Donc ça, toi, c'est des au final, c'est des choses que tu peux adresser aussi au cabinet parce qu'on aurait tendance à se dire: «Ah mais, hem, ah il faut peut-être quelqu'un qui est spécialisé dans, les troubles du plancher pelvien» et cetera. Mais au final, ça rentre aussi quand même dans ton champ de compétences dans ce contexte-là, quoi? En fait, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est, mais là, par exemple, ma patiente, clarinettiste, comme ça on prend un exemple, c'est peut-être plus facile. Moi, je m'occupe de la partie à l'instrument, donc j'essaye de lui expliquer comment bien utiliser sa respiration, quels muscles activer pour, donner la puissance, quels muscles activer pour les nuances et cetera et je l'ai quand même, référée chez une, kiné spécialisée dans le plancher pelvien pour qu'elle travaille avec elle quand même, la prise de conscience de ces muscles-là parce que je pense que je peux le faire, mais s'il y a quelqu'un de spécialisé là-dedans, autant référer aussi et de connaître ses limites. Et en fait, ce qui est super Mmh. chouette dans ce cas-ci, c'est une amie à moi, donc on est beaucoup en contact et c'est trop chouette parce que du coup, moi, j'apprends de toutes les petites choses que je connais moins vu que je suis pas spécialisée là-dedans et je lui explique un petit peu ce que je fais et l'idée, ce sera un jour de se voir à 3 et de faire une Mmh. séance à 3 comme ça pour vraiment accompagner la patiente, et régler le problème pour toujours. Parce que les musiciens et musiciennes, ils sont musiciens et musiciennes jusqu'à 80, 90 ans. Enfin, c'est Ah la ouais. carrière, elle s'arrête jamais, quoi. Donc il faut vraiment, quelque chose de très durable. C'est quoi l'âge de tes patients les plus âgés que tu aies eu au cabinet? Aïe, aïe, aïe. C'est pas si vieux que ça, hein. Mmh. 60 ans? Ah ouais, ça va, OK. C'est Je pas pensais si que tu vieux. allais me dire, Non, tu non. quelqu'un de 90 ans, Non, mais justement, j'avais assisté à un concert et c'était très marrant, parce que le pianiste, il avait, plus de 80 ans et Ah mon voisin à côté de moi me dit, «C'est marrant, il utilise» parce que le voisin était pianiste. «C'est marrant, il utilise pas du tout les mêmes doigtés que d'habitude, quoi». Et il me dit: «C'est dingue, il est trop fort», mais en fait, ce monsieur, il avait une dystonie et Ah! oui et donc Ah ouais, à ce moment-là, oui, il a dû compenser, il a dû changer ses doigtés pour y arriver et c'est un pianiste OK. qui est très, 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 très doué, et donc là, on est vraiment typiquement dans le profil du patient qui peut être dystonique, hyper doué, spécialiste dans un répertoire et qui ne joue que ça. Voilà OK. et puis il a avancé en âge aussi, donc probablement que ça n'a pas aidé. Ah ouais, ouais, c'est clair que la sphère neuro, généralement, avec l'âge, peut un peu se détériorer et donc ouais, ça peut peut-être influencer effectivement et ici, tu avais parlé brièvement de bilan avant. Oui. Hem, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en kiné de façon générale. On parle de bilan, 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 individualisé et cetera et c'est génial. Au final, avec, des musiciens et des musiciennes, est-ce qu'il y a un bilan un peu spécifique? Alors, je me doute que c'est pas, enfin, c'est pas aujourd'hui que tu vas pouvoir, nous dire l'entièreté, d'un bilan, c'est un peu complexe dit comme ça, mais voilà, grosso modo, c'est quoi la trame réflexive que tu utilises, face à un patient qui vient te voir? Est-ce que ça change beaucoup de la kiné au final, si je pourrais dire ça, classique? Voilà, est-ce qu'il y a un bilan spécifique et au final, quelle est ta trame réflexive par rapport à tout ça? Mais globalement, je me base évidemment sur le bilan, comme on dit classique, tu disais ça tout à l'heure Mmh. comme ça. Mais disons que je rajoute peut-être quelques petites choses. Donc dans mon Mmh. anamnèse, je vais évidemment vouloir comprendre, le caractère de la douleur comme pour chaque patient. Donc est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est chronique? Essayer de comprendre la physiopathologie, essayer de comprendre l'étiologie de la douleur et cetera. Mais je pense qu'il faut qu'on rajoute, peut-être un petit peu plus, mieux comprendre l'hygiène de vie du patient à son instrument, son cadre de travail, quelles sont ses échéances, quels sont ses objectifs. J'essaye aussi en fait, ils me réexpliquent un petit peu tout leur parcours. Parce qu'il faut que je Mmh. comprenne s'ils sont autodidactes, s'ils ont eu, un professeur, qui leur a proposé ça et que ce sont déjà enfin, qu'ils ont déjà eu des douleurs avec ce professeur-là, puis ils ont changé de professeur. Donc en fait, leur histoire est super importante. Je prends beaucoup de temps, pour discuter avec mon patient. Des questions, qui peuvent aider les kinésithérapeutes qui nous écoutent, ce serait, typiquement: «Est-ce que tu es passé chez le luthier récemment?»
Et donc peut-être qu'en fait, on a changé les cordes et que du coup l'action, donc l'espace entre la corde et le manche a augmenté. Donc il faut mettre une pression plus importante avec la main gauche chez un violoniste par exemple, pour faire sortir le son. Mmh. Donc ça, c'est des choses qui OK. sont c'est une petite question qu'on peut poser qui est assez facile. D'autres questions, Ouais, typiques, ce serait: «Est-ce que tu as changé de répertoire? Est-ce que tu as dû jouer plus que d'habitude?» Donc tout ça, ça rejoint quand même des questions, par exemple, dans la kiné du sport: «Est-ce que tu as changé de chaussures?» Bah, ici: «Est-ce que tu as changé d'instrument?» Donc c'est OK. petits réflexes à avoir, à ce niveau-là et je pense que même si on n'est pas spécialisé, qu'on se retrouve face à un patient musicien, lui poser des questions, heu, montre en fait au patient: «En fait, je j'ai compris que tu étais musicien ou musicienne. J'ai compris qu'il y a peut-être, un contexte, spécifique et je m'intéresse à ce contexte-là». Même si vous avez pas le vocabulaire spécifique, en fait, il faut pas hésiter à poser la question au patient: «Ah et qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre la musique baroque et la musique classique? Qu'est-ce que ça a comme Ouais. impact sur ton instrument?» Voilà. Après si on le sait, tant mieux, OK. mais il faut pas hésiter à poser cette question-là. Puis dans la suite de mon bilan, donc Mmh. là, on parlait de l'anamnèse. Dans la suite de mon bilan, souvent avant de faire mes tests cliniques, qu'on connaît en tant que kiné, bah, je fais d'abord l'analyse à l'instrument. Donc je demande à mon patient de jouer, je regarde un petit peu comment il joue et j'essaye de comprendre, de voir s'il y a des petites choses qui me viennent à enfin, quand je vois le patient, si je vois une hyperextension du pouce, par Ouais. exemple, si je vois un manque d'ancrage, si je vois qu'il y a une respiration paradoxale. Donc je regarde un petit peu, comment le patient s'adapte à son instrument pour jouer et si s'il y a Mmh. il y a une corrélation avec sa douleur. Et puis je fais mes OK. tests cliniques plutôt kinés et puis je leur propose avec leur instrument, je leur dis: «Voilà, moi j'ai remarqué que, il y avait, ceci qui pouvait être peut-être un petit peu défaillant. Je te propose que tu rejoues, mais tu appuies dans ma main à ce niveau-là pour activer ce muscle-là», par exemple. Et donc en jouant, en OK. fait, je fais une modification de symptômes, en fait, comme on peut le faire, sur un Ouais. patient, «classique», de nouveau entre guillemets. J'essaye de modifier le symptôme, de reproduire le symptôme et puis de le modifier, mais sur l'instrument. Et il serait de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi bah, de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite ben, le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier bah, ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même bah, sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Alors avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous, mais de voir au moins que vous mettez eh bien, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne eh bien, un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà. Encore une fois, mille merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien d'autres choses. On est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, eh bien, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien, eh bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus brefs délais. Allez, encore mille merci
pour ton soutien. Encore mille merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.